Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut, c'est dimanche 22 mai 2022, 13h dépassé de 34 minutes ici à la paroisse Bon-Berger de la télévision deuxième. C'est aussi l'heure qu'il fait dans toutes les chapelles de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. C'est l'heure de la messe médiatique, dont l'évangile du jour s'articule autour de 4 chapitres et un divers, à savoir le retour sur l'attaque terroriste du 10 mai dernier, la lutte contre la vie chère et la mort moins chère, l'ouverture des frontières terrestres et la situation sécuritaire au Mali qui prend de nouvelles tournure avec la décision de Goïta de sortir du pays de G5, de sortir ce pays du G5 Sahel, bien sûr. En divers, nous parlerons du nouveau gouvernement de Emmanuel Macron qui a à sa tête une dame en la personne de Elisabeth Borne. Donc, une dame à la tête du gouvernement français, c'est donc une inspiration du Togo. Il s'inspire donc ainsi de Faure et Sozina Niasimbe. Tout ça à scruter avec deux invités, deux confrères. Jules Ferry Agbo, qui n'est plus à présenter. Il est un jeune leader, analyste sociopolitique, ambassadeur genre et développement. Et il est également le président du mouvement Fort et Grand. Et à gauche, nous avons mon jeune frère Kwame Mayaba, c'est le patron du journal Le Symposium, un journal qui paraît à deux niveaux, par papier et puis en ligne. Alors, soyez les bienvenus à la messe médiatique de ce dimanche. Jules, bonjour. Bonjour Monsieur Eric, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Pour ce dimanche, nous souhaitons, avec la bénédiction de cette pluie qui est là depuis hier, pour arroser notre cher pays le Togo, dire bien de choses à toute la famille togolaise. Bien habillé en consommant produits locaux, vous faites bien la promotion de nos tissus, c'est assez bien. Vous venez du Burkina? C'est normal de faire la promotion de notre culture. Aujourd'hui que le monde est en train de vivre une crise qui s'appuie sur la consommation des produits locaux. Il faudrait maintenant que nous valorisions nos produits et nos valeurs culturelles africaines pour que la population puisse aussi s'imprégner de cette méthode-là. Et vous êtes à quelques millimètres près seulement, semblable à Togui Agokole 4 de Notia. C'est normal en tant qu'élevé et de cette localité, de cette ethnie. Je pense que le sang, personne ne peut enlever ce sang-là. Très bien. Le jeune Kwame Mayaba, votre nom de chrétien c'est Valentin. Valentin Kwame Mayaba. Vous êtes le patron du journal Le Symposium. Bienvenue sur ce plateau également. Oui, Eric, merci, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices actuellement branchées. Je profite de cette tribune-là, de ce plateau, pour dire un sincère merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué ou ont compati à mes douleurs parce que j'ai perdu mon frère aîné depuis le 5 mai dernier. L'enterrement a eu lieu le week-end dernier.
beaucoup m'ont soutenu dans ce sens-là. Je crois que c'est une bonne chose. S'il n'y a rien de plus, de plus douloureux quand on perd un parent proche, quand on perd un frère aîné et quand tu te rappelles que tu ne serais plus avec lui, tu tournes à gauche, tu ne vois pas. Je crois que c'est de l'amertume. Mais de loin comme de proche, beaucoup m'ont consolé. Je crois que c'est la vie. Et je pense que dans cette dure épreuve, j'ai vécu une situation pas possible. Mais Dieu est au contrôle, il a pu gérer. Je prie que l'âme du disparu, de l'aîné disparu, repose en paix et qu'il soit assis à la droite du Seigneur. Jules Ferry et moi, ici, Ibrahim Mati, Emmanuel Lagou, qui assure la mise en onde, s'associe à moi pour vous souhaiter nos condoléances les plus attristées et demander au Père Céleste d'accueillir le frère, c'est notre frère à nous tous, dans son royaume céleste, et qu'il comble le vide créé autour de vous par la disparition de ce frère. Je vois comment vous avez pu gérer la situation, mais bon, vous savez, la mort fait partie de la réalité. S'il n'y avait pas la mort, la vie n'aurait pas de sens, tout comme s'il n'y avait pas de vie, la mort aussi n'existerait pas. Et comme l'ont dit les épicuriens, disons que la mort est une réalité avec laquelle on côtoie mais qu'on ne voit pas. Et quand elle est là, nous ne sommes pas, et quand nous sommes là, elle n'est pas. Donc on doit l'accepter comme telle. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous, pourquoi pas. C'est un chemin de non-retour et on ne fait que se dévancer. Bon, prenons ça comme ça et puis surtout que son âme repose en paix. Et comme le dirait l'autre, ne pleurez pas trop vos morts car vos larmes risquent d'obstruer leur passage pour le royaume des cieux. Merci pour les vœux, merci pour les condoléances. Très bien. Bon, les journaux étaient loin d'oublier l'attaque terroriste, le barbare dont a été victime le Togo la semaine dernière et qui a fait 8 morts et 13 blessés dans les rangs des FDS togolaises. Donc nombreux sont les journaux qui sont revenus sur cette lâche et barbare attaque avec plus d'informations, de détails et surtout de précisions. Suivez. Les terroristes dans nos murs, que faire pour les bouter hors de nos frontières? Se demande la dépêche après la deuxième attaque qui a fait 8 morts et 13 blessés à Kwepankandi dans le Pénial. Le journal a relayé les compassions du commandant Boko au peuple togolais pour ce drame. Face à ce drame, le chef de l'État Faure Essoz-Mna Gnassingbé n'est pas resté bras croisés. Relève chronique de la semaine qui précise que Faure Gnassingbé a mis les bouchées doubles pour riposter efficacement contre le terrorisme dans le nord du pays. Selon le ministre de la Sécurité, le général Yerk Damiam, relayé par le journal, une quinzaine d'assaillants ont été tués. Après l'attaque terroriste de Kwepankandi, une quinzaine d'assaillants tués. Renchéri, Togo réveille. Flambeau des démocrates a partagé le désir de la CEDEAO de soutenir le Togo. Nouvelle dont le président de la commission de l'institution, l'ivoirien Jean Cassibrou, était porteur auprès du chef de l'État togolais. On n'attaque pas impunément le Togo, a martelé le général Yark, comme pour dire attention, on ne se laissera pas faire. La preuve confirme le Canard indépendant qui s'appuie sur des révélations du général Yerk Damiam. Une quinzaine d'assaillants ont été neutralisés par des militaires togolais. Bravo! Selon Ouattara les vainqueurs, les États-Unis aussi veulent apporter leur soutien au Togo dans la lutte contre le terrorisme. Mais déjà, nous dit Temps Nouveau, des propositions sont envisageables à l'interne pour
faire face à ce phénomène, à savoir le renforcement des capacités opérationnelles des militaires, la multiplication des infrastructures et services sociaux de base pour permettre une présence effective de l'État dans ces localités qu'investissent les malfaiteurs. Enfin, le libéral s'est quant à lui intéressé aux hommages rendus par l'Assemblée nationale aux soldats tombés dans l'attaque. Gilles, une fois encore, nos compassions aux familles des victimes, paix aux âmes des disparus et prompte guérison aux blessés, n'est-ce pas? C'est dur cet événement-là, mais nous ne devons que dire merci à Dieu, rendre hommage à nos braves militaires qui sont tombés dans ce combat et sincères condoléances à tout le peuple togolais, en passant par le premier responsable de la nation, son Excellence Faure Essoz Namia Singbe, président de la République togolaise. Et nous devons toutefois féliciter la rapidité de notre ministre de la Sécurité par rapport aux dispositions prises afin de garantir la sécurité du peuple togolais. Et c'est notre devoir aujourd'hui, plus que jamais, d'être unis. Dans cette situation, j'ai compris une seule leçon par rapport à la classe politique, que ce soit du pouvoir que de l'opposition. Je pense que le langage est aujourd'hui un, parce que chacun parle de notre patrie, notre patrie, notre patrie. Donc, nous qui sommes des citoyens, nous devons toutefois mettre dans notre tête que le Togo est un et indivisible. Et dans cette lutte, il faut la contribution de chacun, que personne ne soit écarté sur cette base-là. Il faut dire que jamais le Togo n'a connu d'attaque d'une telle barbarie, même pas le 23 septembre 1986. Cette attaque jamais connue. Oui, ça fait froid au dos. Vous savez, quand nous avons annoncé cette attaque, les gens ont dit mais si c'est vraiment le FDS du Togo, parce que vous êtes sans savoir que depuis la mise en place de cette, comment appelle-t-on, au niveau du Grand Nord, quand nous avons mis le Kouandouaré. Oui, le camp de Kouandouaré. Voilà, je crois qu'il y a une panoplie de mesures qui ont été prises dans ce sens-là pour booster depuis l'attaque de Salwanga. Salwanga, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a eu toute une batterie de mesures qui ont été prises par le gouvernement, en l'occurrence, pour permettre à ces forces de sécurité, de défense de sécurité, d'aller au bout de ces terroristes-là. Et vous allez savoir que les premiers résultats étaient tangibles. Il y avait eu une première tentative où les FDS ont repoussé ces terroristes-là. Et donc, ils sont allés se préparer davantage pour venir faire une deuxième attaque. Malheureusement, les nôtres n'ont pas été à la hauteur de cette deuxième attaque-là. Malheureusement, nous déplorons 8 morts. 8 morts, c'est 8 morts de trop. Parce que même si c'est un seul mort, c'est un seul mort de trop. Et je crois que cette fois-ci, les forces de défense et de sécurité ont quand même hurlé leurs machines. Seulement, il y avait certains manquements. Comme vous aurez pu les noter. Peut-être que le nombre était, puisque après, nous avons appris qu'il y avait demandé de renfort. Et tard que le renfort ne vienne, puisque un renfort qui a été piégé aussi. Justement. Et donc, il y a tout ça là qui n'a pas quand même permis à ces forces de défense et de sécurité d'aller au bout de ces terroristes-là. Et donc, je crois que dans l'ensemble, pour tout Togolais, je crois que le confrère a eu à le relever. Chacun n'est pas resté dans son coin. On a laissé la politique de côté. Nous sommes allés vers une idée commune qui est de défendre ou peut-être de chérir notre parti qui est le Togo. Parce qu'au demeurant, c'est le Togo qui reste pour nous, notre bien à nous tous, quoi. Et donc ici, c'est le lieu de rappeler ou de dire que c'est une franche collaboration, comme l'a dit le ministre. Il faut quand même que les forces de défense et de sécurité doivent travailler en collaboration avec la population
pour démanteler ces réseaux-là. C'est des réseaux organisés qui sont dissimulés dans la population et organisent des plans pour pouvoir quand même déstabiliser nos États. Et donc je crois que cette lutte-là ne doit pas être une affaire de quelqu'un, c'est une affaire de nous tous, à nous tous. Notre réjouissance, c'est qu'il y a une réplique. Mais le ministre Yack l'a relevé après cette attaque. On va revenir à ça. Et maintenant, disons que... Ce qui m'a plu, mais c'est, comme vous l'avez relevé, c'est la réaction des partis politiques. C'est l'une des rares fois que les partis politiques on parlait d'un même langage. Oui, cette attaque. Nous avons vu la DMK, nous avons vu le PDP, nous avons vu l'UNIR d'abord, puis le NET. Est-ce que tous les partis ont réagi dans ce sens? Je crois que c'est ce que nous disons. Quand il s'agit de la patrie, ça ne met pas quelqu'un carreau sur les carreaux. Il faut quand même aller dans le sens de la cohésion, le sens de la cohabitation, pour quand même mettre fin à ce phénomène-là, puisque c'est un phénomène qui est devenu, quoi qu'on dise, un phénomène mondial qui déstabilise. Et aujourd'hui, la plupart des États sont en train d'aller vers la recherche de solutions à ce phénomène-là qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais nous allons rester vigilants. Il faut que nous soyons vigilants, que ce soit au nord du Togo, que ce soit le mieux partout ailleurs. Il faut que les gens soient sur le qui-vive pour quand même essayer de voir dans quelle mesure on peut relever les manquements ou les tentatives, les présumés. Pour arrêter les tentatives de ces Jules, ce qui est curieux, c'est le mode opératoire de ces terroristes qui débarquent, on ne sait d'où, et qui surprennent. Première attaque, c'était la nuit. La dernière attaque, on parle de 3 heures du matin. Et puis, hier encore, on apprenait. Heureusement que là, la réponse a été fructueuse et prompte. On a abattu un certain nombre de djihadistes. Mais c'est le mode opératoire qu'il faut vraiment maîtriser, parce que là, on ne sait pas quand ils débarquent. Monsieur Eric, la plupart, en analysant un peu la situation de ces terroristes-là, bon, tout en passant, je vais mettre la différence entre les djihadistes et les terroristes. C'est deux entités très différentes. Parce que les terroristes, ils n'ont pas de vision, eux, ils veulent déstabiliser. Les djihadistes, ils n'ont pas de vision, eux, ils veulent déstabiliser quelque chose et insérer leur religion par rapport à une idée, une idéologie que eux-mêmes seuls ont le secret. Donc ces personnes-là, ils travaillent toujours avec des gens qui sont les citoyens de chaque pays. La plupart des attaques sont toujours planifiées par les collaborateurs directs qui sont à la base avec ces militaires-là. Sur ce, j'interpelle nos forces de l'ordre qui sont toujours au niveau des frontières. Les jeunes qui collaborent avec eux, les jeunes qui leur payent à manger et autres là, ils doivent veiller parce que c'est ces personnes-là qui donnent des informations. Qui viennent découvrir les dispositions, tout et fournir les informations. Parce que un bâtard qui est dans la brousse, qui ne connaît pas votre territoire, ne peut pas arriver à un moment et te surprendre ainsi. Donc, il doit avoir toujours les fileurs d'infos. Donc, sur ce, il faut conscientiser tous les jeunes qui sont dans ces villages-là où se trouvent nos postes avancés proches des frontières, nos jeunes qui font les va-et-vient. Par exemple, là où il y a eu cette attaque-là, si vous voyez très bien, il y a la mosquée qui est de l'autre côté de la frontière où les gens quittent au Togo pour aller prier de l'autre côté et revenir. Donc, déjà, ils font les va-et-vient. Selon les informations où les djihadistes ils ont garé leur moto à 1 km avant de faire le dégât, ils ne peuvent pas rentrer à cette heure sans avoir des dispositions prises par celui qui est proche de nos forces de l'ordre. Donc, raison pour laquelle il faut maintenant être vigilant. Vigilant en telle sorte que nous devons sensibiliser la population à la base. Les gens ne peuvent pas se permettre pour dire que je souffre, donc il faut vendre mes frères, vendre le disponible de toute une nation pour qu'on puisse venir les tuer. C'est pas normal. Donc, cette histoire,
c'est comme l'histoire de Covid-19 qui est arrivée en mars, où il faut prendre ça déjà très tôt pour sensibiliser. Au sérieux. Maintenant, il faut aussi qu'on soit sérieux. Il ne faut pas que certains prennent ça comme une récupération pour chercher de l'argent. Parce que dans cette histoire-là, c'est des gens frustrés qui ont l'habitude de faire passer par ces canaux-là pour faire des règlements de compte. Donc, une fois qu'ils sont manipulés, ils vont faire du désordre. Donc, ils vont faire des infiltrations. Des infiltrations. Donc, soyons sérieux pour collaborer avec nos braves forces de l'ordre pour vaincre l'ennemi. Sinon, on risque de vivre le pire. Oui, Mayaba, ce qui est aussi écœurant et puis étonnant, c'est leur dispositif. On se demande d'où tirent-ils leur dispositif. Non, c'est cette question. Ce qu'on a arrêté, on a présenté, ils sont armés jusqu'aux dents et puis ils ont toute la technologie de l'arme. Non, cette question est plus profonde. Nous l'avons décryptée en temps par rapport aux moyens dont disposent ces terroristes-là pour opérer. On se dit, mais le Mali ou partout ailleurs qui sont installés, ces pays-là ne fabriquent pas les armes. Les motos même qu'ils utilisent. Voilà, et d'où viennent ce matériel-là de grande artillerie pour pouvoir opérer dans ce sens-là. On se dit que derrière ces terroristes, il doit y avoir des mains noires, de grande puissance que personne ne maîtrise. Pour quelle fin? Et nous l'avons dit, il ne faut pas manquer de relever cet aspect-là, puisqu'entre-temps, on se disait que ces terroristes-là, quand ils opèrent, c'est pour des intérêts. Alors, ils ont fait des migrations depuis, je crois, le Niger, la Libye, en passant par, je crois, le Niger, le Mali, ça vient au Burkina, maintenant c'est au Togo, en allant vers la sans oublier le Bénin. Voilà, le Bénin. Donc, pour quel intérêt, pour quelle fin? Et les gens ont eu à relever, ou peut-être des analystes que nous sommes, on a pu comprendre qu'aujourd'hui, ça prend de la dimension, ça prend de l'ampleur. Et pourquoi ce phénomène-là perdure et qu'on n'arrive pas à le circonscrire, à mettre fin? Et là, quelqu'un te dira qu'un analyste pour abuser te dira que non, que vous savez, ça fait énormément de l'argent pour des puissances occidentales. Ça, il ne faut pas manquer de le dire. Puisque vous ne pouvez pas. C'est qui fabrique les armes. Oui, qui fabrique d'abord dans ça, vous l'avez relevé. Vous savez comment cette terroristes étaient lourdement armés. Ces armes-là, ce n'est pas des armes de petit calibre, c'est des armes de grand calibre. Et quand c'est comme ça, on vend les armes. Aujourd'hui, c'est pourquoi dans le monde, il n'y aura quand même pas la fin de la guerre. La guerre, les fabricants de ces armes-là tiendront la fibre pour toujours fabriquer les armes parce que ça leur est bénéficié. Prenez le cas même comment appelle-t-on, du VIH-Sida où ces personnes n'ont pas pu nous dire qu'aujourd'hui on ne peut pas trouver le médicament, un vaccin contre le VIH. C'est pas possible, c'est parce que ça fait énormément de sous. Et donc, c'est des gens, c'est toute une groupuscule de personnes qui maintiennent cet assaut-là et permettre justement d'aller pour conquérir le monde dans son ensemble. Mais nous ne manquons pas de le relever à chaque fois que nous nous trouvons sur les plateaux pour parler que notre destinée, l'Afrique doit quand même compter sur elle-même. Et aujourd'hui, Jules a relevé un aspect qui m'intéressait en parlant peut-être que pour une somme de ne sais pas quelle nature, vous allez sacrifier votre frère. Ce n'est pas possible. C'est nos frères qu'on utilise contre nous-mêmes. Oui, parce que quand j'ai vu les vidéos, les gens ne viennent de nulle part. C'est des gens on leur fait des propositions. Et là, nous l'avons dit que c'est vrai, quelle que soit la nature de la gouvernance, puisque nous l'avons dit entre-temps que c'est la mauvaise gouvernance qui amène les gens à se lever contre les autres pays, parce qu'il y a des disparités. Les gens disent que non, pour les ressources de l'État, ces d'autres personnes sont mieux nantis que ça. Et donc, ça révolte certains peuples. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même revoir l'aspect là. C'est-à-dire que le fait que la gestion même de l'État, des ressources de l'État ne sont pas faites dans
dans les normes, dans l'art, ça Dans va les faire règles de l'art. dans les règles de l'art, ça va faire révolter un certain nombre de personnes. Et là également, il faut relever que aujourd'hui, ce qui est important de le lever, puisque la position du Togo par rapport à la CEDEAO contre le Mali en est Suscite quelque chose, suscite de l'envie par rapport à ces situations. Et de la convoitise. Aujourd'hui, et le chef de l'État, vous savez que tout le monde sait qu'aujourd'hui sa position, il est contre pour la médiation, il faut peut-être aller vers les yeux. Ça ne plaît pas plus tard, ça ne plaît pas plus tard. Et les gens vont toujours chercher à déstabiliser. Surtout quand il a exprimé sa volonté à compatir aux douleurs. De famille, il doit penser d'abord au peuple, il y aurait toujours des personnes malveillantes qui vont toujours chercher à aller déstabiliser ce pays-là, qui a toujours voulu du bien pour l'Afrique dans son ensemble. Mais je dis, le Togo reste toujours dans sa position, quelles que soient les positions tranchées de ces terroristes-là ou de ces pays qui maintiennent la fibre du terrorisme. Le Togo ne va jamais bouger d'un seul iota. Et donc, nous avons demandé que la population dans son ensemble doit être vigilante. On doit être vigilant parce que nous connaissons dans la sous-région la position où les forces de l'ordre et de défense du Togo, ils sont toujours aux aguets. Et quand ça se passe, ils sont toujours attentifs, ils restent toujours attentifs et vont vers pour trouver des solutions pour problèmes posés. Et donc, nous allons demander que chacun reste toujours vigilant, quelle que soit la nature des questions posées, que nous puissions quand même arriver à trouver des solutions éventuellement. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est de nationalité togolaise et nous aidera toujours et sera toujours de notre côté. On parle, Gilles, de 15 terroristes neutralisés, c'est-à-dire que nos FDS ne se sont pas laissés faire dans cette affaire. Dans cette situation, on ne peut jamais imaginer que... Et surtout, malgré cette surprise nocturne, ils ont réussi à neutraliser 15. Quelle que soit la surprise, et quand les gens criaient que nos militaires sont tués, abattus, autres, moi je savais très bien que nos militaires, vu leurs compétences, leurs capacités, on fait de leur mieux. Ils ne peuvent, même s'ils sont des milliers de personnes, à les attaquer par surprise. Je sais qu'il y aura toujours des victimes parmi les assaillants. Donc, ce que j'ai encore remarqué dans cette attaque est que s'il n'y a pas de filaire d'infos, il n'y a pas de complices au niveau de notre territoire, quel temps ils ont pris pour savoir que le renfort doit passer par telle voie jusqu'à miner la voie pour le piéger. Pour le piéger. Parce que, vu les images, là où ils ont placé les mines, c'est au beau milieu de la route où le véhicule a été explosé. Donc, il faut savoir que c'est des gens qui ont pris du temps. Ce n'est pas le même jour qu'ils ont planifié cette attaque. Ils ont pris du temps pour explorer le terrain et prendre toutes les dispositions avant de lancer le feu. Donc, comme on a l'habitude de le dire, c'est à chacun de prendre conscience, comme nos acteurs politiques. Ils ont maintenant compris que face à l'attaque de la patrie, maintenant il faut parler une seule voix, et qui est la sensibilisation, la prise de conscience, surtout dans nos milieux. Par exemple, si vous prenez le cas du Mali, du Burkina, comme il a dit, comment est-ce que ces terroristes arrivent à venir chez les maires, les assassiner avec leur famille? Ils rentrent même au bureau des maires, ils ont tué des préfets, ils ont tué des chefs cantons. Ils viennent jusque dans la maison des chefs cantons, tuer toute une famille. Ils donnent les infos. C'est parce que ceux-là, les enfants qui sont frustrés, c'est eux qui donnent les infos, que c'est ceux-là qui mangent l'argent du pays, c'est eux qui prennent ceci, eux, nous on ne gagne rien. Sinon, comment est-ce que ces personnes peuvent avoir des infos concernant les autorités locaux jusqu'à avoir leur situation géographique, aller chez eux-mêmes pour les abattre? Donc, c'est le moment de penser. Ça doit nous amener à nous conscientiser. De penser à comment est-ce qu'il faut vivre avec nos populations à la base aujourd'hui. Parce que c'est eux. Ce n'est pas ceux qui sont au bureau, ce n'est pas ceux qui mangent bien, comme on peut dire qu'ils sont des envieux. Non, c'est les petits frustrés du village qui demandent: Monsieur Eric, est-ce que tu peux me payer une moto à faire 7? Parce qu'il sait que tu as les moyens. Mais tu lui dis: oh, tu vas dégager ici, je vais te payer une moto. Tu penses que ce jeune-là, il part frustré. Il est déjà frustré comme toi. C'est par ton propre moyen qu'il est frustré. Mais imagine que un de ces éléments-là vienne pour dire que: hey, jeune frère,
qui est plus riche dans ta localité, Ouais. il va te doiter en même temps que c'est lui. C'était bien. Ah, si on le Il sait, est riche, mais oui, il ne donne pas. il ne donne rien. Pingre. Bon, si tu arrives à nous situer comment est-ce qu'il se déplace, il prends vient à ceci. tel autre, rapidement, il te sacrifie. Donc, essayons de revoir notre D'accord. mode de vie dans nos localités Voilà. pour que la cohésion sociale puisse bien s'installer pour la bonne gouvernance. Ces dispositions par rapport à la vie sociale, je crois que depuis la première attaque, le chef de l'État a pris les mesures là-dessus, surtout en initiant un certain nombre de projets, de projets sociaux, hein, surtout dans cette partie nord du pays, pour essayer de revoir un peu la situation sociale. Et je crois que cela va s'étendre à toutes les villes et à tous les villages. Mais il faut dire qu'au-delà de tout ça, le terrorisme est aussi vieux que la question du terrorisme est aussi vieille que l'humanité, et qu'il faut que chaque État puisse multiplier des stratégies. Et nous sommes heureux de constater que ces derniers temps également, tous les pays, du moins certains pays les plus touchés, ont commencé par prendre conscience. Le cas du Burkina qui a neutralisé, selon les dernières nouvelles, un certain nombre, 45 la dernière fois, hier seulement, 45 hier, et ce n'est pas fini et ça continue. Le Togo a réussi à neutraliser 15. Alors, bon, ceux qui ne croyaient pas aux 8 morts l'ont été à l'évidence avec le retour du cortège, cette attaque donc, qui a causé les 8 morts. Ceux qui ne croyaient pas encore s'en sont enfin convaincus lorsque les corps des victimes sont arrivés via le camp Nkouma. Ils ont été accueillis par leur père, à la tête de qui se trouvait là où le ministre des Armées, qui leur a réservé un accueil digne de leur rang et de leur mission, qui malheureusement a pris fin. C'était bien, mais ceci, bien avant ça, l'Assemblée nationale avait également rendu un hommage solennel également à ces disparus. Alors, l'arrivée de leur corps vous aurait donné la chair de poule, hein? Oui, vous savez que c'était une frisson, parce qu'ils sont morts en martyrs, hein? C'est des martyrs aujourd'hui. Et avant même d'en arriver là, je crois qu'il faut relever un aspect qui est plus important, ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut peut-être changer de stratégie ou de paradigme par rapport à la gestion de ce terrorisme-là, je crois qu'il faut avoir la pensée. Et vous savez, le plus souvent, on parle des engins explosifs, c'est ça, non? Oui. Alors, quand ça migre, normalement, on devait doter de ces moyens-là d'un arsenal anti-ça. Voilà. Et donc, à des milliers de kilomètres, ça peut vous signaler. Détecter le danger. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est pourquoi, dans le cas du terrorisme, il faut les moyens. C'est-à-dire qu'on mettra beaucoup de moyens. Je crois que ça peut arriver quand même à freiner l'élan de... Oui, je crois avoir entendu sur Canal FM vendredi que l'État togolais entend débloquer 700 milliards de francs dans ce sens. Ah oui, ça c'est une bonne guerre parce que je sais que l'État togolais... 2025, oui. Je sais que l'État togolais ne va pas lésiner sur les moyens par rapport à la lutte contre le terrorisme, parce que c'est un pays, quoi qu'on dise, notre pays à nous, qui est dans tous les champs dans ce domaine-là et que ne veut pas quand même être la risée des autres pays. Donc on mettra les moyens dont il faut, même si c'est dans un budget qui n'est pas prévu. Oui. Je crois que on va faire un peu comme on avait fait pour le Covid-19. On lance peut-être... Voilà. Je crois que revenons. Voilà, et déjà la CEDEAO et les États-Unis sont en train de vouloir appuyer dans ce sens-là. Je crois que même sur le plan politique, sur les clichés politiques, vous allez voir que même tout le monde est unanime par rapport à la lutte contre le terrorisme. Parlant de ces dépouilles, ces dépouilles sont arrivées avec vraiment, moi-même dans mon village, je crois qu'il y a quelqu'un
Chez moi aussi, il y a quelqu'un. Voilà, qui est une victime, qui est une victime. Et aujourd'hui, c'est de l'émoi, hein, c'est vraiment de la consternation. Mais nous disons quoi? Ils sont morts au front, Oui. ils sont morts au front. Pour que vive la patrie. Pour que vive la patrie. Nous allons demander simplement que leur âme repose en paix et que l'œuvre qu'ils ont commencé soit continue, puisque on ne va pas dire que les 8 qui sont morts, on va laisser la bataille. Non, ils sont allés, ils ont succombé, enfin ils sont tombés sur le champ de bataille, mais le travail continue. Pour que ceux qui n'ont pas pu faire, les autres qui viennent là puissent quand même continuer et arriver à bout de ce qui est recherché. Ça fait mal, ça fait mal. Je pense bien également que le chef de l'État doit penser autrement à leurs dépouilles, enfin aux familles des victimes, pour que tout ce qui est resté derrière soit géré, parce que c'est pas des gens qui sont de gré à aller pour quelque chose, mais ils sont morts pour la patrie, comme le disons. Ça va se faire, mais il ne faut pas qu'il y ait des clivages, que chacun garde son tempérament, pour que ce qui est fait, qu'on puisse dire que c'est la bataille qui commence maintenant. Et plus jamais ça sur la tête de nous. Il faut mettre les moyens. Mettre les moyens voudrait dire qu'il faut changer de stratégie. Puisque ces terroristes aussi, au fur et à mesure qu'ils constatent c'est vrai. Quand ils constatent que vous avez d'autres plans, ils changent le plan. Donc, ils ont plusieurs plans. Pour démasquer tout ça là. Et surtout, déjouer leur plan. Alors, Jules, ils ont les familles, les corps ont été remis à leurs familles respectives pour être inhumés. C'est vraiment une page noire qui s'ouvre pour ces familles. C'est pas facile, monsieur. C'est pas facile parce que les 8 personnes, si vous comptez très bien, c'est des centaines de personnes qui sont derrière parce que chacun a une femme avec des enfants. Peut-être qu'ils ont leurs parents qu'ils nourrissent, ils ont des petits frères et autres là. Donc, c'est pas facile. J'ai aussi un ami qui est tombé là-dedans, mais et c'est pas facile, monsieur. C'est pas facile. Surtout pour ceux qui ont encore leurs parents en vie et qui comptaient sur eux et brusquement t'annonce le décès brusque de ton enfant. C'est pas facile. Donc nous allons prier comme le chef de l'État a toujours l'habitude de le faire. Il ne va pas abandonner ces familles-là qui sont en train de traverser le moment le plus sombre de leur vie et ensemble prier à ce que nous puissions tous des acteurs de blocage de ce phénomène parce que eux ils sont partis. Demain, on ne sait pas qui ils vont attaquer. Est-ce que c'est seulement les militaires qui vont attaquer? Est-ce que c'est seulement les civils qui vont attaquer demain? Parce qu'ils ont plusieurs modes d'opération. Donc, chacun se prend aujourd'hui comme concerné. Donc, nous devons être vigilants et être serviables pour lutter efficacement contre ce fléau. Merci beaucoup. Une fois encore, paix à leur âme et condoléances aux familles éplorées. Ils viennent ainsi allonger la liste des martyrs. Il y a quelques mois, c'était 7 qu'on ramenait du Mali, vous vous en souvenez. Il faut finalement dire que notre pays est visé par le terrorisme, mais Yak Damham, comme il a dit, ne se laissera pas faire. Le chef de l'État, chef suprême des armées, ne se laissera pas faire. Le ministre ou la ministre des armées ne se laissera pas faire. Vous et moi ici, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous resterons toujours soudés pour faire échec et obstacle à toutes ces tentatives. Voilà, c'est ces deux que nous allons passer à un autre article. L'autre ennemi contre lequel les autorités togolaises veulent lutter est la vie chère. Après la batterie de mesures palliatives annoncées la veille du 27 avril et entrée en vigueur le 1er mai, c'est une pelle d'autres qui viennent également d'être publiées, notamment l'exonération de 12 produits de la TVA et le conditionnement de l'exportation des produits de grande consommation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui suit de près le phénomène et qui nous en parle. Je suivais la revue.
Lutte contre la vie chère. Le gouvernement supprime la TVA sur les produits de première nécessité. Lit-on dans Chronique de la semaine. Lutte contre la vie chère. Le gouvernement exonère 12 produits de la TVA. Renchérit Togo réveil. En effet, relève Flambeau des démocrates par un arrêté interministériel. En date du 16 mai dernier, le gouvernement a fixé les conditions d'exportation des produits de grande consommation au Togo. Ensuite, par un autre, en date du 17 mai, le ministre de l'économie et des finances porte exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits importés ou vendus en République togolaise. Des mesures pour atténuer l'inflation et diminuer le coût de la vie. Selon l'éveil de la nation, qui salue la mesure, c'est un gros sacrifice du gouvernement. Idem dans Temps Nouveau, selon qui cette mesure s'inscrit dans le déploiement de la batterie de dispositions contre la vie chère. Face à cette réalité de vie chère et de mort moins chère, Tampa Express est curieux de savoir combien le chef de l'État gagne. La vie chère et la mort moins chère, voilà l'autre terroriste que Faure Gnassingbé et ses collaborateurs, son gouvernement, doivent combattre. Merci, monsieur Eric. C'est un autre Ennemi invisible, mais qui tue. Oui. Aujourd'hui, c'est partout, ce n'est pas seulement au Togo. C'est partout où la crise russo-ukrainienne est en train de déstabiliser le monde entier. Et nous ne devons pas aussi perdre de vue que depuis l'apparition de Covid-19, les sous qui sortent pour des imprévus sont plus énormes que ce qui est prévisible pour la gestion du pays durant ces périodes-là. Voilà encore une situation qui est arrivée. Comment on va faire pour s'en sortir là-dedans? Seul Dieu sait. Mais nous tenons à féliciter nos gouvernants. Parce qu'à chaque surprise, ils arrivent au moins à réagir spontanément pour qu'une solution au moins soit trouvée. Mais c'est à nous maintenant de prier à ce que la situation ne perdure pas. Parce que si ça dure, on est obligé de lâcher. Et chacun va se sera essoufflé à un moment donné. Il faudra plus tenir le coup. Oui. Donc, c'est une situation qui nous concerne tous. Il faudrait maintenant que nous réduisions notre mode de vie. Malgré que la vie est chère, monsieur Eric, fait un tour le week-end pour voir. Il reste, moi je demande à ce qu'on augmente un peu le prix des boissons, de la bière. Voilà, de 500, on peut monter déjà à 1000 francs, à 1500 bien à 2000. Pourquoi pas À 2500. Parce que si on monte et on réduit un peu le prix de maïs, je pense que les gens vont préférer manger la pâte que boire la bière. Là, on va revaloriser nos boissons, nos produits locaux. Sinon, laisser la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est vrai, ça fait pleurer, mais ça fait aussi rire. Si vous sortez, vous allez vous demander, nous sommes dans deux pays ou comment? Les gens boivent, les gens mangent la viande. Il y en a qui montent les buildings. Mais nous on cherche une pièce à dormir, peut-être on ne trouve pas. C'est difficile. C'est dans ce même pays ça. C'est dans ce même pays et ce n'est pas seulement au Togo comme on le dit. Donc, si on arrive à augmenter un peu les prix, il faut qu'on pense aussi là où les gens investissent beaucoup, qui est la boisson là. Il faut augmenter aussi là-bas. Quand on augmente, ça va freiner, ça va réduire un peu le nombre. Les gens vont passer quelques temps à économiser un peu pour dire, ah, si je dois payer une bière à 1500, autant aller prendre une calebasse de tchouk. Oui. Un petit verre de, je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça. À Bengue. Puis ça va. Donc, monsieur Eric, nous devons... Je suis très d'accord avec cette analyse par rapport au coût de la vie et le rythme de notre vie. Il y a un contraste entre la vie chère et le rythme
de la vie que certains d'entre nous mènent. Et La situation telle que ça se présente aujourd'hui, c'est comme votre papa est toujours en fonction. Il vous donne 500 francs pour aller à l'école. Oui. Le jour il est à la retraite, il ne peut plus te donner 500 francs. Donc, c'est le même système que nous devons appliquer aujourd'hui, que le Togo n'est pas le seul pays touché par cette crise. Si aujourd'hui, nous sommes secoués par la crise mondiale, si tu manges 1000 francs par jour, tu es obligé de réduire ça. Oui. Réduire le train de vie. De réduire ça. Parce que si tu veux encore vivre comme tu vivais par le passé, Oui. tu risques de commettre des erreurs que tu ne devais pas commettre. D'accord, je suis d'accord, mais je vais aussi écouter Meba là-dessus. Il souriait religieusement. Oui, vous savez, c'est vrai ce dont nous parlons, le Togo où le monde devait s'attendre à cela. Parce Oui. que après l'avènement de Covid, vous savez que c'est une guerre virusienne. Et que à chaque guerre, après, il y a les conséquences Oui, après la c'est guerre. vrai. Ça, il fallait s'attendre à ça. Les gens n'attendaient pas Covid. C'est venu brusquement, ça a bouleversé le monde. Les États, même ça fait partie de certains chefs d'État. Oui. C'est cela la guerre. C'est cela, comment l'appelle-t-on, ce qu'on appelle les conséquences fâcheuses de la crise virusienne ou de la crise, je ne sais pas, économique, tout ce que vous connaissez. Toute crise a toujours, après Une la conséquence. crise, il y a des conséquences. On devait s'attendre à ça. Et puis vous voyez, c'est des victimes, ça fait aujourd'hui par rapport à la vie chère. Il n'y a même plus de solidarité. Solidarité. Vous allez vers quelqu'un qui a sa situation pire. Chaque État est en train de penser à des palliatifs. Oui. Comment chercher à maintenir la fibre de vie, le coût de vie normal pour que les gens ne soient pas essoufflés. C'est de ça il s'agit. C'est pas seulement au Togo. Quand vous prenez au Ghana, il y a quand même des stratégies qui ont été pensées. Autrement, on dit il faut réduire le salaire des ministres pour peut-être ajouter à tel. C'est-à-dire que chaque État... Il y a des réajustements. Chaque État cherche des solutions endogènes. C'est-à-dire pour pouvoir booster, pour pouvoir amener la population à avoir un train de vie quand même qui soit au standard. Mais c'est ce que le Togo est en train de faire. Depuis la lune des temps, vous avez vu combien de mesures le Togo a pris dans ce sens-là. Il y avait un temps, je me rappelle bien, il y avait un temps, vous savez que le taux d'inflation était à plus de, je crois, 7%. Jamais connu au Togo. Donc aujourd'hui, vous allez voir que l'État est en train de chercher des stratégies pour pouvoir amener cet équilibre-là. Mais ce serait difficile parce que il y a des questions beaucoup plus foncées que nous ne voyons pas. Quand vous prenez par exemple ce que nous appelons, comment l'appelle-t-on, l'augmentation sur certains nombres de taxes. Parce que le Covid est venu, il y a aussi le Togo qui doit, où il y a la population, où l'État doit quand même fonctionner. Il faut quitter le point A, venir le point B. Il faut chercher des alchimies pour pouvoir donner l'équilibre. Mais c'est un peu complexe. Ce n'est pas seulement Togo, comme l'a relevé le confrère. Mais ici, ce que je tiens à relever, c'est que l'État fait ses sacrifices, mais ça semble être noyé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout cela, toutes ces mesures, depuis la batterie qu'on avait annoncée, maintenant la perle d'autres mesures, mais sur le terrain, on a comme l'impression que c'est à cette il n'y a pas de date là. Oui, c'est à cette analyse, je voulais en venir. Pour dire que c'est vrai que c'est bien d'annoncer des mesures, mais il faut des suivis de ces mesures-là. Imaginez, depuis un moment, on a dit donc que on va les premiers plafonner les produits de première nécessité. Allez-y dans les coins et recoins, vous allez voir. Les gens sont toujours dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour pouvoir respecter, pour pouvoir faire respecter ces mesures, ces mesures qu'on est en train de prendre? C'est aussi ça la question. Et si ils ne prennent pas des mesures dans ce sens, c'est comme verser le du canard. Ça ne sert à pratiquement rien. Et donc, moi je dis que l'État a envie de faire, mais il faut quand même mettre en place des structures qui accompagnent ces mesures-là pour que ça soit respecté dans leur entièreté. Et puis, tenez-vous bien, vous savez, aujourd'hui, le Togo, quoi qu'on dise, a connu certaines perturbations sur le plan politique qui sont venues liées par rapport à la pandémie et tout ce que vous connaissez. Mais l'État fonctionne. Vous savez, quand par exemple on a exonéré la taxe sur les produits de première nécessité. Voilà, il y avait même la TVM qu'on avait suspendue. On n'a pas fait chaud, mais on a suspendu pour 3 mois, mais pas pour tous les véhicules. Les
véhicules De commerce. Oui. Donc ça, tant que vous avez vu la vie quand nous avons fait le micro tout le temps, nous avons constaté comment les gens ont réagi. C'est une bonne mesure. Les gens souhaitaient que ça aille au-delà. Même entre-temps, le 13e mois qu'on avait fait le on a suspendu le paiement. Voilà, on a suspendu pour un an. Sans oublier que l'autre fois, le chef de l'État a encore pris les dispositions que nos femmes au marché ne doivent pas payer des taxes. Et que ces taxes-là, l'État a encore subventionné aux mairies. Comment il va encore C'est ce que être je dis. Donc choses, l'État en fait. Sauf que les gens voudraient sentir ça. Mais pas tout de suite, ça doit être Pour certains, tant que l'argent, le chef de l'État n'a pas remis l'argent, que le chef de l'État prend 10 000, prend 5 000. Pour certains, c'est comme ça. Une fois qu'on ne touche pas directement, pour eux, il n'y a rien qui est fait pour ça. Donc, maintenant, je voulais revenir à un aspect sur lequel on était en train de parler par rapport aux disparités de la vie. Ça existe partout, c'est pas seulement au Togo. Vous savez, les gens vont vous dire qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la pauvreté. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas seulement au Togo. Ailleurs, je vous dis aujourd'hui, au Togo, si on vous dit certaines personnes savent qu'il y a la pauvreté, ils vous diront non. Je vous assure, je vous parle de quelque chose. C'est la même chose aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, un pauvre aux États-Unis est plus pauvre qu'un riche au Togo. C'est-à-dire qu'il y a des disparités. C'est à des échelles. À des échelles. Donc c'est pourquoi je dis que ce qui est important, c'est le ratio. C'est quand on fait le rapport, on trouve que la masse qui souffre dépasse celle qui est grande. C'est dans ce sens qu'on doit prendre des mesures. Sinon, laisser une minorité qui vit à vitesse exponentielle, qu'on ne peut pas, peut-être on ne doit pas les porter dans les choses. Tant qu'on vit, il y aura toujours cette disparité. Mais l'État doit faire tenir compte de la majorité de ces personnes-là qui sont le coût de la misère et prendre des mesures justement qui soient en faveur de ces couches-là pour qu'au bénéfice de tous qui sont sur la terre de nos amis. Très bien. Et l'intention vaut l'acte, disait Kant. Il paraît quand même que les contrôles ont commencé. Si vous étiez membre du gouvernement, je vous demanderais comment orientez-vous ou comment entendez-vous le faire avec efficacité et quelle garantie. Mais vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais en qualité d'analyste, vous pouvez nous dire comment ça pourra se faire. C'est vrai que le contrôle a commencé, ça a commencé vendredi, paraît-il, effectivement sur le terrain. Oui, ce contrôle-là... Est-ce qu'il sera efficace? Oui, ce serait efficace. D'accord. Vous savez, le chef de l'État, c'est une personne prévisible et une personne qui a toujours de la vision pour son peuple. Il prend toujours des dispositions, et le plan A et le plan B. Donc, il sait pertinemment qu'il y aura toujours des brebis égarées dans la nation. Donc, il prend aussi ces dispositions à ce que la majorité soit satisfaite pour que la frustration qui peut toutefois conduire des gens à poser des actes contraires à la loi ne soit pas posée. Donc, nous allons encourager l'initiative pour que ça soit bien fait et que nous ayons un résultat positif. Très bien. L'autre bonne nouvelle qui peut être considérée comme une autre mesure contre la vie chère, c'est la réouverture des frontières terrestres hermétiquement fermées depuis 2 ans que le colonel Virus nous a rendu visite. Il paraît que ces munitions sont en train de s'épuiser et que le couvre-feu frontalier peut être levé depuis quelques jours. Donc, et sur constat du conseil scientifique, le gouvernement a décidé de réouvrir les frontières aux voyageurs. Mais attention, sur présentation d'une preuve vaccinale. La bonne nouvelle a été partagée par plusieurs journaux à leurs lecteurs. Le gouvernement togolais décide de la réouverture de toutes les frontières terrestres aux voyageurs. C'est la bonne nouvelle que le quotidien national Togo Presse a servi au peuple tôt mercredi matin. Idem dans la dépêche qui confirme et précise que cette réouverture intervient après 2 ans de fermeture dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette réouverture des frontières avec les pays voisins intervient après que l'on ait constaté une régression de la courbe de contamination
à Covid-19, comme le relève l'éveil de la nation. Et c'est un grand soulagement pour les passagers, comme le précise Ouattara le vainqueur, qui s'en réjouit. Temps nouveau trouve lui aussi que cette ouverture des frontières terrestres aux voyageurs a été possible grâce à l'assouplissement des mesures restrictives qui lui aussi a été possible grâce à la baisse drastique de la courbe de contamination. Selon le libéral, enfin, le dernier verrou vient ainsi d'être sauté sur nos frontières. Nous constatons tout simplement, on s'en réjouit, pas tellement beaucoup à dire, on s'en réjouit, c'est ça? Ouais, félicitons le chef de l'État pour cette décision qui rentre dans la poursuite des solutions, ça y est, sur le plan économique. Parce que l'ouverture va nous permettre aussi d'avoir un peu d'entrée des produits et puis des moyens nécessaires pour continuer la lutte. C'est vraiment un ouf de soulagement. Hein? Oui, c'est un véritable ouf de soulagement. Le confrère libéral l'a relevé. C'est le dernier verrou. Il faut le sauter. Il a été sauté. Je crois que c'est une joie dans la plupart des foyers. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir comment la fermeture des frontières déséquilibrée le mois, les populations, tu quittes d'un point A pour rentrer, même si soit frontalier, ça fait des bénéfices pour, ça engrange des bénéfices pour même ceux qui sont dans le contrôle, sur le contrôle là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai que je voulais relever un aspect, le temps me manque un peu. Quand vous voyez par exemple, on dit présentation de vaccination, je crois que cet aspect, il faut le prendre avec beaucoup plus de choses comme de sérieux, parce que est-ce que ça ne peut pas créer de remous au sein de cette population-là? Combien de personnes sont fait vacciner? Est-ce que les gens ne vont pas faire des infiltrations en donnant de l'argent? Est-ce que ça ne va pas être comme si rien ne fait? Mais c'est ainsi. Mais ce qui est important à saluer, c'est que c'est la ouverture, puisqu'on nous a dit que ça devait être progressif. Et maintenant, c'est total. Je crois qu'avec le temps, ils vont constater les améliorations qu'il faut apporter dans ce domaine-là pour que ce que nous avons fait soit. C'est vrai que la question de raquettes et de corruption au poste de contrôle a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les uns et les autres se demandent si ça ne va pas être encore une bonne saison pour les gens qui sont en poste dans les frontières, qui vont encore profiter pour raqueter davantage. Mais je crois que le général Jacques Damiham suit bien et ses collaborateurs suivent bien le processus pour qu'aucun Togolais ne soit lésé par cette ouverture des frontières. Alors, nous allons attaquer l'avant-dernier, ça nous amène à l'international. La crise malienne est loin d'appartenir au passé. Les épisodes de ce dramatique feuilleton se succèdent après la chasse aux troupes Barkhane et Takuba de la France, obligés d'aller se faire voir ailleurs. Goïta Assimi sort le Mali du G5 Sahel. La transition malienne est vraiment en train d'inaugurer une nouvelle histoire de ce pays, on dirait. C'est vrai par rapport à ce que la presse a dit. Vous devez savoir que, M. Eric, cette histoire-là, ça va se finir encore par un coup d'État. Une tentation. Ce n'est pas la première. Depuis qu'il est là, il avait déjà subi une tentative d'assassinat dans la mosquée. Cette fois-ci, c'est un coup d'État qui a été déjoué. Ils ont arrêté certains. Donc, sachez très bien que ça va encore se répéter parce que tous ils sont dans la jungle là-bas. Une fois que vous faites un coup d'État et vous venez au pouvoir par coup d'État, sachez que dans votre armée, il y a aussi certains qui veulent aussi ce poste. Ils vont aussi s'organiser un beau matin. Comme le disait Mahomet, qui tue par épée, mourra par l'épée. Donc, il faut s'attendre à ça. Prions que la paix revienne dans ce pays, mais il ne faut pas qu'ils s'entêtent trop avec les puissances mondiales qui peuvent toutefois le soutenir demain. Dans toutes choses, il faut avoir la négociation. Même si vous avez raison, prenez votre patience pour discuter à la table pour voir ce qui peut arranger
le peuple, parce que vous n'allez pas s'éterniser là-bas. Après un Gotha, aujourd'hui il sort du G5 Sahel. S'il y a un autre président qui revient, il revoit les accords, comme au Burkina. Le Burkina avait des accords avec la Chine. Mais quand Roch est venu, ou bien, oui, je ne sais pas si c'était avec la Chine ou bien l'Inde ou bien quelque chose comme ça. Mais quand l'autre président est venu, il a revu ça avec supprimer l'autre accord. Donc, il faut qu'il fasse tout pour ne pas regretter après, parce qu'il ne restera pas trop longtemps là-bas. Celui qui vient pour ne pas créer d'autres problèmes au peuple. Ce n'est pas à lui, c'est au peuple qui va créer ce problème-là. D'accord, maman. Non, je vais m'inscrire dans le sens. Quel rapport y a-t-il entre la crise liée au putsch et l'appartenance du Mali au G5 pour que vous savez, le G5 Sahel, quand vous prenez le G5 Sahel, il est financé. Le G5 Sahel est financé à plus de, je pense, 63% par la France. 63% par la France. Ça veut dire que le G5 Sahel même n'est qu'une comment appelle-t-on, ce n'est qu'une marionnette, c'est-à-dire que c'est une organisation qui ne joue pas qui ne joue pas parfaitement son rôle. Aujourd'hui, ce qui fait même partie le Mali du G5 Sahel, c'est que l'intrusion ou c'est l'influence de la France au niveau du G5 Sahel qui fait quitter le Mali de cette organisation-là. Parce que d'abord même, eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que le G5 Sahel n'a pas les moyens d'aller lutter contre ces phénomènes de terrorisme-là, de djihadisme dans l'espace sahélien. Aujourd'hui, vous allez me dire que si vous voyez les rapports qui existent entre le Mali et la France, c'est le même rapport que vous allez trouver entre la Guinée ou le Burkina. Donc, ça veut dire que le sentiment qui existe et qui fait partie et qui fait qu'avec dégringoler les États par rapport à la prison de la France, c'est le même sentiment que nous allons constater dans la plupart des États français, c'est-à-dire des États à colonisation française, à connaissance française. Aujourd'hui, le G5 Sahel, c'est vrai que c'est une organisation qui était créée pour gérer les problèmes au niveau du Sahel. Ils sont 5 pays, le G5 Sahel, ils sont 5 pays. Il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a ils sont, dans tous les cas, ils sont 5 pays. Le président nigérien a déjà annoncé la mort de G5 pour la sortie du Mali, a déjà enterré. C'était les gros morceaux. C'est une organisation qui vit que de nom. Et donc, à quoi bon d'appartenir à une organisation qui n'apporte pas ça tous, qui appartient à un pays qui ne porte pas ça. C'est pourquoi il a souhaité quitter, s'organiser mieux. C'est vrai que ce que Goïta fait aujourd'hui, ça semble comme trop tranché. Oui. Ça semble trop tranché selon les trop ambitieux. Voilà, trop ambitieux. Selon certaines occasions. Moi, j'aurais souhaité que ça soit après une organisation, après les élections, qu'on assoie un pouvoir légitime, qui puisse prendre ses responsabilités, de prendre des décisions qui engagent l'État dans son ensemble. Très bien. C'est donc la fin. Le divers, le voici, c'est le point du divers nous conduit en France. On ne va pas en commenter, juste l'info, où on connaît le gouvernement Macron 2, je ne sais pas, c'est Macron 2 ou 3 là. C'est 3. Depuis vendredi, un gouvernement de 21 membres, soit au moins 10 ministres de moins que le gouvernement de Toméga. Disons que Elisabeth Borne est la Toméga Dobé de la France, une femme chef du gouvernement dans ce grand pays. Disons donc que Faure Gnassingbé ne s'était pas trompé de choix, puisqu'il a commencé par inspirer des chefs d'État et pas des moindres, sauf qu'on ne sait pas si Toméga Dobé, sinon si la Toméga Dobé de France va aussi instaurer le gouverner autrement comme sa sœur togolaise. En tout cas, c'est la question. Malheureusement, on n'a pas le temps pour que vous répondiez à cette question. Vous allez répondre dans vos prochaines rédactions. Alors, et quelle lecture nous devons faire de la composition de cette équipe Borne, l'équipe Borne d'Elisabeth Borne, une équipe de 21 personnes pour cette grande France. Cette grande France
Et quand vous regardez les portefeuilles, vraiment, on a un ministre délégué, on a des ministres délégués, on a un ministre du développement à la base, on a des porte-parole du gouvernement, toujours inspiration togolaise. Et puis voilà, donc c'est sur ce lieu constaté, ce divers que prend fin cette messe que je vous remercie pour votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de par le monde. Merci à l'équipe technique qui m'a conduit dans Makaka montage, Ibrahim Maki au cadrage et puis le doyen Emmanuel Lagou qui nous a mis en orbite. Je profite pour souhaiter bonne chance aux élèves, aux candidats au bac 1 qui viennent d'achever leur examen et ouvrant ainsi la page des examens de l'année 2021-2022. Et demain, c'est le tour, ce sera le tour du BPC, brevet d'études du premier cycle. Et après, ce sera celui du CEPD et les grands frères du bac vont achever la marche. Et ce sera tout pour l'année scolaire 2021-2022 que, à un moment donné, les gens n'ont pas voulu vendre un don, les gens n'ont pas voulu vendre cher la peau, mais qui finit en toute beauté grâce au savoir-faire et au savoir-être de son ministre de tutelle, j'ai nommé comme l'a dit Kokoroko. C'est donc tout. Eh bien, on se sépare sur cette pensée qui nous vient de Confucius, qui dit: la nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. La nature fait les hommes semblables, mais la vie les rend différents. C'est de Confucius. Bonne méditation. À dimanche prochain.